Salut les amis, Radio Jojo à l'appareil. Troisième vidéo de suite sur le Paris Saint-Germain. Là on est en intersaison, donc c'est pour ça que je fais une petite série sur le PSG, histoire de parler un peu football. Donc là on va revenir sur les deux petites vidéos précédentes que j'avais fait. Donc la première sur le cas Cavani et l'autre sur la tactique, avant d'embrayer sur le prochain gros événement pour le Paris Saint-Germain. C'est la 8e de finale face à Dortmund. Alors, premièrement, on va reprendre là un petit peu les dernières confrontations qu'on a eues là pour le PSG, notamment la double confrontation contre Monaco. Donc là, on a pu voir effectivement que comme ça là après le premier gros match qui a été au Parc où il y a eu un 3-3 pour le match retour là-bas. Comme par hasard, hop, Cavani, il était blessé. Donc moi, je vous annonce, je vous le dis, Cavani va être régulièrement blessé d'ici la fin de l'année avec le PSG. Sauf qu'il sera jamais blessé avec la sélection, par exemple. Vous allez voir qu'il va beaucoup jouer. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué, c'est dû au traitement qu'il reçoit à l'intérieur du groupe. Et là, il y avait Paredes aussi. Donc pareil, j'avais expliqué, Paredes, c'est un gars, il a bien compris qu'il allait pas jouer, donc ou très très peu. Voilà. Donc de par son statut également dans l'équipe. Donc là, comme par hasard, les deux ils étaient un peu blessés de dernière minute. Ah bon, tiens, c'est bizarre. Bah non, c'est pas bizarre. Et ça risque de se reproduire régulièrement. Voilà, donc ça confirme ce que je disais. Et oui, voilà, pour le transfert de Cavani en particulier aussi, je rebondis parce que j'en avais parlé qu'il fallait le laisser partir gratuit, qu'on aurait gagné à le laisser partir gratuit. Et là, même l'Atlético, ils ont voulu le quand même, ils étaient prêts à lâcher les 10 millions là apparemment là. Et Leonardo, il s'est un peu illustré encore en le bloquant avec des commentaires à la con et des réserves à la con, du genre on sait jamais si on en a besoin, de machin. Alors qu'on sait très bien que Cavani, là, il est mentalement totalement démobilisé par rapport au groupe. Tuchel, il a beau nous dire, oui, nanana, tout le monde, on a besoin de tout le monde, nanana, je sais pas quoi. Bon, c'est du mytho tout ça. Cavani, il est sorti du groupe, pas officiellement, mais en vérité, il est sorti du groupe. Bref, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'était un retour sur le petit commentaire sur la tactique, la vidéo tactique que j'ai fait l'autre fois. Donc je disais que Verratti, c'était pas un milieu de 4-4-2. Et là, force est de constater, notamment en prenant la double confrontation contre Monaco, que ça a mis en lumière cette vérité-là. Donc sur le premier match où on fait 3-3 au Parc, on a vu de vie que quand il y a un milieu en face avec de la qualité technique, là c'était Fabregas, Golovin et notre ami Bakayoko, je sais même plus, qui avait un peu de densité physique. La paire Verratti-Gay, c'est pas suffisant, et celui qui tire vraiment vers le bas, c'est Verratti. On l'a bien vu parce que le match d'après, donc bon, Monaco, ils ont aussi baissé de pied, tout ça. Nous aussi, les Parisiens, ils sont aussi un peu remis d'équerre pour gagner le deuxième match parce que c'était double confrontation dans la semaine. Mais tout le monde a bien vu que le petit Kouassi au milieu de terrain, malgré le déchet technique qu'il peut avoir, malgré le manque d'expérience et le manque d'influence qu'il peut avoir dans l'équipe, parce que lui, c'est un petit jeune qui s'installe dans une équipe, face à une équipe quand même qui, malgré la fatigue, reste une bonne équipe avec des bons joueurs. Bah, la paire de Kouassi-Gay, elle était limite plus convaincante que Verratti-Gay. Donc ça, je rappelle, c'est à cause du fait que Verratti, c'est pas un joueur de 4-4-2. Et ça sera jamais un joueur de 4-4-2. Et là, on va faire encore un lien avec ce qu'on a dit précédemment. C'est là qu'on voit que Tuchel, alors je sais pas si c'est que sa faute à lui, c'est peut-être le contexte général du club qui fait ça, peut-être, je sais pas. En tout cas, de point de vue extérieur, en tant que commentateur, c'est lui qui est responsable. Ce qu'on peut voir, c'est que Tuchel, avoir sorti Cavani bêtement comme ça, sans aucune raison sportive, pour mettre Icardi et visser Icardi au groupe, à l'équipe titulaire plutôt, sans de réelle raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison réelle, et on fera une petite parenthèse sur Icardi juste après, il se fout dans la merde, notamment s'il veut faire son 4-4-2, parce qu'à la limite, son 4-4-2 avec Verratti, il serait viable si devant, il y avait Cavani et Mbappé en pointe. Parce que, comme je l'expliquais l'autre fois, sur les côtés, Neymar et Di Maria, comme ils sont plus bas et qu'ils sont plus près, ils sont légèrement plus près de la ligne, déjà ils sont plus près de la ligne et plus près il y a un milieu et un défenseur près d'eux, ça les aide un peu pour défendre. Ils partent un peu de plus bas et tout, donc ça les aide pour défendre simplement. Malgré tout, ils bloquent les côtés. Ok, donc ça ils y arrivent et tout, ils bossent et tout machin, mais ils restent sur les côtés, ils viennent pas défendre dans le cœur du jeu. Donc pour aider, si on prend la paire Verratti-Gay, pour aider Verratti, il faut que ce soit Mbappé, soit Icardi qui viennent défendre.
Et là, vous avez les deux qui défendent le moins, en tout cas en ce moment, parce que Neymar s'est mis à défendre, incroyable. Di Maria, il a toujours été plutôt correct à ce niveau-là, mais là, Neymar s'est mis à défendre, donc incroyable, mais tant mieux, c'est bien, pourvu que ça dure. Mais les deux qui défendent le moins, c'est Icardi, parce qu'Icardi, zéro mouvement, et parce que Mbappé, pas beaucoup d'envie, quoi, plutôt envie de marquer. Et donc, dans ce cadre-là, si tu veux pouvoir mettre ta paire Verratti-Gay, ça marcherait mieux si tu avais Mbappé et Cavani qui, lui, naturellement, sans se forcer, on va dire sans forcer son jeu, descend, décroche, vient dans le cœur du jeu, chercher à défendre, à récupérer des ballons et à avoir du volume. Donc là, Tuchel il s'est mis dans la merde parce qu'en fait, en voulant privilégier Neymar, en voulant déjà sortir Cavani qui plaît pas à Neymar, qui sa gueule elle lui plaît pas, mais en faisant ça, en fait, il s'hypothèque la possibilité de laisser Verratti dans son 4-4-2. Et ce qui est aussi un autre problème parce que le 4-4-2, c'est la meilleure formation pour le PSG aujourd'hui. C'est une certitude. Donc là, on est dans une espèce de situation extrêmement compliquée à manager, à gérer. Et donc, c'est ce qui me faisait dire la vidéo précédente qu'on va repasser en 4-3-3. Et donc voilà. Et en faisant, et pour ça, c'était Icardi qui allait faire les frais de ce choix. Et là, je vais rebondir sur Icardi. Icardi, quand il est arrivé à Paris, j'en ai parlé aussi dans les vidéos avec Cavani. Je pense que j'en ai même parlé dans les vidéos tactiques la fois d'avant où il met ses buts et tout. Mais Icardi, c'est un bon joueur, c'est un très bon finisseur, il y a aucun problème là-dessus. Il y avait 2 points d'interrogation quand il est arrivé au PSG par rapport à la saison précédente. Le premier point d'interrogation, c'était son comportement dans les grands matchs. Quand il y a une grosse équipe en face de lui, comment il va se comporter. Bon là, on commence à avoir un peu de retour d'expérience sur lui. Là, les matchs contre le Real de Madrid, là, à Monaco, il y a une double confrontation. Pareil, même s'ils ont fait un deuxième match de moins bonne qualité, il a été transparent à chaque fois. Donc on commence à avoir des éléments de réponse et la question de savoir pourquoi il n'est pas en sélection argentine par exemple, là on commence à avoir des éléments de réponse. Ou la question de savoir pourquoi l'Inter va mieux depuis qu'il est parti, alors que pourtant il était meilleur buteur de Serie A et tout. Là on commence à avoir des éléments de réponse. Donc ça c'est le point sur Icardi. Donc maintenant on va continuer donc l'analyse. Ah oui, non, j'oubliais le deuxième point. Le premier point, c'était son comportement dans les grands matchs. Et le deuxième point, c'était le comportement des autres. Parce qu'on a bien vu les années précédentes que Cavani, on lui faisait plus de passes. Neymar, Neymar, lui, c'était carrément 0 passe. Donc, ok. Mais Mbappé, il joue aussi quand même pas mal pour sa gueule. Et donc, dans ce contexte-là, Cavani, lui, il avait la capacité de se créer des occasions lui-même tout seul, lui aussi. Parce qu'il est bon de la tête sur corner, parce qu'il a beaucoup de volume de jeu, parce que c'est un attaquant rapide, etc., etc. Donc, même dans une saison où il est à moitié blessé, où on lui fait 0 passe, là, genre la saison dernière, il y a 30 matchs, 33 matchs pour être précis, il vous met 23 buts quand même. Quand même, sans tirer les pénaux. Donc, quand même. Et là, Icardi, on voit bien que si on joue pas pour lui, entre guillemets, lui, la capacité de se créer des occasions, il n'y en a pas. Il en a très peu. Il en a très très peu. Donc, on va maintenant, après avoir dit tout ça, on va maintenant se projeter sur le 8e de finale de Ligue des Champions. Donc, premièrement, globalement, on va parler de la globalité de la situation. Là, Paris, ils sont en ballottage favorable cette année. Autant l'année dernière, quand on a rencontré Manchester, là, pareil, j'ai pas fait de vidéo à ce moment-là pour le dire, mais moi, j'étais plutôt anxieux et je nous mettais pas en ballottage favorable. Je le sentais pas bien. Pourquoi je le sentais pas bien? Parce que, premièrement, Manchester, même si c'est Manchester avec des résultats en première ligue en dents de scie, même si y a pas de grosses stars, machin, à part Pogba au milieu, machin, enfin voilà, ce que vous voulez, ouais, même si l'équipe était pas terrible, l'entraîneur il vient d'arriver, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Mais Manchester, c'est en tant que club, c'est 2 fois le PSG. Ok, en termes de budget, ça doit pas être loin du milliard quand nous on fait 500 ou 600 millions. Donc déjà, ça veut dire que les mecs, ils sont dans des conditions, ils ont une histoire, tout. Enfin, ils sont au-dessus, largement au-dessus de Paris. Et deuxièmement, il faut pas oublier qu'en première ligue, effectivement, les mecs, ils ont l'habitude d'avoir des affiches tout le temps. Ce qui veut dire que même un Manchester moyen en termes de résultats, quand vous regardez ça de l'extérieur, les mecs sur la pelouse, eux, ils vont se taper 2 fois Liverpool, 2 fois City, 2 fois Arsenal, ou qui vous voulez, enfin, ils en ont 4-5 comme ça, là, des gros clubs, des clubs qui sont du niveau de Paris. Donc, ils vont déjà en première ligue, ils vont en avoir 8-10 matchs comme ça dans l'année. Donc, sortir une grosse perf contre le PSG, ouais, pourquoi pas.
ou venir faire un résultat comme ils ont fait au match retour, venir faire un... Voilà, alors nous on a été nuls, très bien, mais ce que je veux dire c'est venir faire un résultat, être intelligent et ne pas chercher la manière, mais chercher le résultat. Ils ont aussi l'habitude de le faire, et ils savent aussi le faire. Ils sont aussi, comment dire, calibrés pour faire ce genre de choses. Dortmund c'est l'inverse. Dortmund là, depuis leur finale en 2013, ils sont en chute libre en Coupe d'Europe. Bon, en championnat, ça se passe toujours bien, il y a eu des années qui étaient moins bien. Évidemment, parce que ils vont moins bien, donc les résultats en Coupe d'Europe, on les perçoit aussi à travers leurs résultats en championnat. Ils sont un peu moins bien, ça c'est certes, ça c'est sûr, mais en championnat ça va. Mais en Coupe d'Europe, c'est vraiment la perdition. Là, ils ont fait la finale en 2013 et après ils arrivent en 8e difficilement. Il y a même des années où ils passent même pas le premier tour. Et il y a 2 ans, donc je crois que c'est là on fait 2019-2020, donc ça devait être 2017-2018, donc c'est il y a 2 ans là. Les mecs, ils ont fait 3e de leur groupe, donc ils se sont fait sortir au premier groupe, donc avec Tottenham et le Real Madrid dedans. Donc on se dit bon, qu'ils soient derrière Tottenham, ce que je viens de dire sur la première ligue, bon ok, à la limite, le Real, bon, pas de problème, le Real, toujours une machine de guerre, donc compliqué de les sortir au premier tour, on est d'accord. Sauf que les résultats, ils étaient catastrophiques. Ils ont pris 6-0 au Real, et ils ont fait 2 points en faisant 2 nuls contre Apoel Nicosie qui a terminé derrière eux. Ils ont terminé à égalité de points avec Apoel Nicosie. C'est-à-dire qu'ils ont fait que des défaites et 2 nuls contre Apoel Nicosie. Et ça, c'était il y a 2 ans. Donc même si l'équipe s'est renouvelée, même si là, ils ont pris le petit jeune, là, Haaland ou je sais pas quoi, machin et tout, là, non, Dortmund, là, on est en ballottage favorable. Donc normalement, on doit les éclater à l'aller et au retour. Je veux dire, si vraiment pareil, là, on est calibré pour faire quelque chose en Ligue des Champions, contre Dortmund, ça doit être net et précis, on doit les prendre, on doit les tordre, et voilà. Si là on a des difficultés, ou si là on se fait sortir, bon, ça j'envisage même pas, mais si là on se fait sortir, là ça serait vraiment très difficile à accepter. Mais normalement, là ça devrait, la différence normalement elle est nette. Donc, le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, on est en ballottage favorable, ce qui nous fout la pression. Ok, au final. Parce que Dortmund, s'ils sont pas cons, les mecs, ils savent très bien qu'ils sont en dessous du PSG. Là, il y a Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi, Nanani, Verratti, machin truc. Donc là, la pression, elle est sur nous, déjà, pour commencer, globalement. Et la pression, elle est sur Tuchel en particulier. Lui, il a une double pression, parce que non seulement la pression, elle est sur lui, mais faut pas oublier que Dortmund, c'est le club d'où il vient. Donc Tuchel, on va voir s'il tient fort sur ses jambes, ou si ça tremble dans les moments un peu particuliers comme ça qu'on peut rencontrer dans le foot, c'est-à-dire jouer contre son ancien club par exemple, ça va être spécial pour lui. Donc faut espérer que déjà il ne transmette pas cette pression qu'il a, qu'il arrive à la manager correctement pour le groupe, pour que le PSG ne se liquéfie pas sous cette pression, ce qu'on a pu voir ces dernières années. Et puis il y a le problème de la compo. Donc moi je vous ai annoncé qu'on va repasser en 4-3-3. Parce que comme ce que je viens d'expliquer au début de cette vidéo, c'est que en 4-4-2, comme c'est en prenant comme point de départ que Cavani, de toute façon il joue pas, donc tu mets Icardi, Mbappé, Neymar, Di Maria, tu peux pas mettre Verratti. Avec Gay ou même avec qui tu veux. Tu peux pas mettre Verratti. Simplement sortir Verratti, c'est pas possible non plus. T'es obligé de le mettre. Donc celui qui, il faut repasser. Donc dans ce cadre-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, Tuchel, il va revenir sur un 4-3-3, ça c'est une certitude. Simplement, comment il va le faire? Et là, c'est le gros point d'interrogation, parce que si il repasse en 4-3-3 comme ça, sans avoir bien préparé la chose, ça va déstabiliser notre équipe. On a la pression. Lui, il a une double pression parce que c'est contre son ancien club, donc il y aura un petit côté sentimental quand même. Quand il va arriver dans le stade, il va faire la bise à tout le monde, il va connaître les 3/4 des mecs, il va connaître les 3/4 de l'équipe d'en face. Voilà, ça va être un peu particulier. Donc lui, il aura une double pression. Le club au global a la pression. Et si à ce moment-là, il change la compo et que le message passe pas bien, eh ben, ça risque de foutre le sbeul. Et sur un match comme ça, Dortmund, même si je viens de dire qu'ils sont en perdition, tout ce qu'on veut, ça reste quand même une équipe de haut niveau. Et sur un aller-retour, ils ont pris un petit jeune en plus qui a une fusée dans le dos, donc le mec, cette année il flambe, donc ça se trouve, il suffit qu'il flambe contre nous. Si nous on est un peu fébrile à cause de tout le contexte que je viens d'expliquer, t'es pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc là, le huitième de finale qui arrive, là, qui se dessine, il est vraiment révélateur. C'est-à-dire que Tuchel, il joue, pour moi,
énormément de sa crédibilité professionnelle sur cette double confrontation, parce que à cause du contexte que je viens d'expliquer, et parce que tous les gens qui observent l'équipe correctement, ils voient bien le problème, ils voient bien ce qui se passe. Ils sont pas à la ramasse, les mecs. Ils voient bien que son 4-4-2, voilà, la gestion de Cavani, il suffit d'écouter l'after-foot là, et les mecs ils arrêtent pas de le dire. Ouais, on comprend pas Cavani, ouais, Verratti ça marche pas au milieu. Alors ils sont pas tous toujours d'accord exactement, mais globalement l'analyse c'est celle-là, et c'est ça le souci. Et c'est ça le souci. Donc évidemment nous, les Parisiens, techniquement, individuellement, ils sont largement au-dessus de Dortmund. Il n'y a aucun problème. Simplement, il faut faire attention à ce contexte-là. Et il faudra faire aussi attention à la perf de chacun. C'est-à-dire que là, en gros, le milieu, ça va être Gay, Verratti, Marquinhos, ça c'est sûr. Neymar à gauche, Mbappé en pointe, Di Maria à droite. Et derrière, il va sûrement nous coller Dagba, je pense, sur la droite, parce qu'il va vouloir que ça ferme, et que Meunier, lui, il cavale et tout, mais bon, il le mettra peut-être là. Ça, on a un point d'interrogation à ce moment-là. Ou alors, ça sera peut-être Thilo Kehrer, allez savoir, parce que avec Tuchel, entre Allemands, il va peut-être se dire c'est mieux de mettre un Allemand comme ça, voilà. Au milieu, enfin en défensant, ça sera Silva Kimpembe, ça c'est sûr. Et à gauche, ça sera Bernat, c'est aucun doute. Et puis Navas dans les buts. Donc voilà un peu le contexte face à Dortmund. Il faudra se méfier. Et le dernier point, oui, que je souhaite soulever également avant la fin de cette vidéo, sur lequel il faudra effectivement, de la même manière, se méfier et être très, vigilant sur les événements, c'est que on est nul sur corner. Défensif, je parle. Déjà offensif, je sais plus ça fait combien de temps qu'on n'a pas marqué. Bon, déjà, on est nul offensif, mais bon, à la limite, corner offensif, on n'arrive pas à marquer de la tête. Bon, c'est embêtant, mais c'est pas dramatique. Dans le jeu, on est tellement meilleur que voilà, on a des gabarits un peu plus joueurs que défi athlétique de la tête. Donc bon, surtout que voilà, le seul qui était un peu comme ça, c'était Cavani. On l'a sorti. Puis il reste Silva, on va dire, voilà, mais bon, donc ça pèse pas lourd. Par contre, en défense, c'est dramatique. Et on est mauvais. Quand vous regardez les matchs, vous voyez les corners défensifs, on n'en prend aucun. Et contre Monaco, moi je regardais le match retour quand ils ont marqué, j'ai vu le coup franc où est-ce qu'il était placé, j'ai dit ok, ça c'est but. Bah du moins ça va être chaud. Bah ça va pas louper, ça a été but, parce que Navas dans les airs, il est pas bon. Voilà, maintenant on peut aussi le dire, là ça fait une demi-saison qu'il est avec nous, on le voit bien, les sorties elles sont ratées. D'ailleurs là contre Monaco, il se trouve complet. Il fait une sortie digne de je sais même pas de qui, Lionel Letizy ou qui vous voulez. Donc attention à ça également, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on n'est pas bon sur ces terrains-là, sur ces actions-là, et il faut se méfier, parce que avec le contexte de fébrilité générale qu'il y aura, enfin de fébrilité, je sais pas s'il y aura de la fébrilité, mais on va dire avec ce contexte de pression générale qu'il y a sur les épaules du Paris Saint-Germain, sur l'équipe en particulier, avec le changement tactique qui va arriver, qui peut être amené, qui doit être bien amené, mais qui peut être mal amené, qui peut être amené dans ce contexte de pression et comme réaction à la pression, et non pas comme prise en anticipation de cette pression, si je me fais comprendre. Tous les coups de pied arrêtés, c'est les moments où ça cristallise un peu tout ça, et donc il faudra faire extrêmement attention à ce moment-là, parce que ça peut être, voilà, Dortmund, ils peuvent avoir un peu de cul, ils nous foutent un but ou deux sur corner, sur coup franc ouvert, machin et tout, on n'y est pas. En plus ils ont pris un grand balèze qui fait je sais pas combien de trucs, qui est de la tête, il va venir nous pourrir la gueule, et puis on va se faire sortir comme des chèvres encore une fois. Donc voilà. Donc pronostic quand même Paris en ballottage favorable, et les points de vigilance à regarder, c'est ceux que je viens de vous expliquer. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse, bonne fin de journée, on était le 17 janvier, et on refera sûrement une vidéo sur le PSG un petit peu avant le 8ème pour faire un tout petit point pré-match. Bisous.